Bonjour mesdames et messieurs. Alors je vais donc essayer de vous montrer en quoi le site de Gaby répond à une double problématique qui est celle de la remise en contexte des collections du musée et de la valorisation, comme le disait Dominique, du patrimoine local. Alors tout d'abord, je vous invite à nous transporter à 20 km de Rome, à prendre la Via Prenestina, donc vers l'est, et à découvrir cette ville romaine qui aujourd'hui ne ressemble plus du tout à une ville, mais comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, beaucoup plus à des pâturages. Alors le projet Gaby, c'est au-delà de la fouille archéologique aussi un projet d'exposition, de colloques, de publication, mais donc je vais vous parler aujourd'hui d'archéologie, un chantier archéologique que j'ai le privilège de mener en collaboration avec deux collègues qui travaillent avec moi au département des antiquités grecques, étrusques et romaines, Steve Glisoni et Isabelle Asselin. La fouille de Gaby est au cœur, par ailleurs, de partenariats très importants avec naturellement la surintendance archéologique de Rome, avec qui nous travaillons en collaboration étroite, l'École française de Rome, évidemment, l'INRAP, sans qui la fouille ne serait pas possible, et également, il faut citer la générosité des Amis du Louvre, qui nous permettent de bénéficier de moyens importants pour une fouille qui, évidemment, en Europe, est sans doute parmi les plus coûteuses du musée. Alors, le nom de Gaby peut vous être familier, puisque si vous avez l'habitude de fréquenter les salles du musée, vous avez peut-être remarqué qu'un certain nombre d'objets provenaient de ce site. Vous avez ici un petit échantillon des 44 œuvres diverses, toutes de marbre, qui proviennent de ce site. En fait, toutes ces œuvres sont arrivées au musée du Louvre en 1807, lorsque Napoléon achète la collection de son beau-frère Marc-Antonio Borghese. Et donc, avec l'ensemble de la collection Borghese, on voit arriver au musée ce groupe de sculptures qui était auparavant à Rome, rassemblés dans le Casino de l'Horloge. Donc, un petit musée entièrement consacré à Gaby qui se trouvait dans le parc de la Villa Borghese. On en sait un peu plus sur l'origine de ces objets, puisque grâce à une lettre écrite à son ami Charles Townley par l'inventeur du site, Gavin Hamilton, on sait qu'en juin 1792, les fouilleurs de Gavin Hamilton découvrent sur le site de Gaby 200 fragments de marbre dont Gavin Hamilton espère généreusement tirer une vingtaine de sculptures. Et vous voyez qu'il a dépassé son objectif puisque nous en avons aujourd'hui 44. Gavin Hamilton est fort heureux de cette découverte puisque grâce à l'inscription que vous pouvez voir ici, nous savons exactement dans quel contexte tous ces portraits impériaux ont été découverts. Il s'agit en fait d'un lieu de culte à l'empereur, ce qu'on appelle un Augusteum, qui a donc livré toute cette galerie de portraits d'empereurs et de membres de la famille impériale. Alors, l'intérêt de la fouille de Gaby, c'est bien sûr de retourner sur le terrain pour essayer de comprendre avec un peu plus de détails que ce que la lettre de Gavin Hamilton a pu nous livrer, essayer de comprendre à quoi peut ressembler le contexte archéologique que nous avons aujourd'hui perdu et que les fouilles du XVIIIe siècle ont détruit, puisque naturellement, il n'y avait pas de relevé à l'époque, et donc les trous ont été rebouchés, et maintenant, la stratigraphie est perdue. Alors voilà comment s'organise le site de Gaby. Vous avez ici au sud ce qu'on appelle le forum, avec exactement à cet endroit-là la petite pièce d'où Gavin Hamilton fait provenir les portraits que vous avez vus. Et donc, vous voyez que ce forum s'implante à proximité, enfin, je ne sais pas si on le voit, on ne le voit pas très bien, mais il s'implante à proximité de la Via Prenestina, sur laquelle s'embranchait une voie nord-sud qui remontait vers un édifice tout à fait impressionnant, qui est ce que vous avez ici, à savoir le sanctuaire de Junon Gamina, un vaste sanctuaire avec en son centre un temple encore en élévation, un sanctuaire dont la superficie atteignait 4670 mètres carrés, en tout cas pour la terrasse haute, donc cette partie-là. Donc, ce sanctuaire a été exploré, nous ne sommes pas les premiers à venir sur le site naturellement, il a été exploré dans les années 50 et 60 par l'école archéologique espagnole qui a publié dans les années 80 toute cette
tout cet ensemble monumental, mais cette entreprise archéologique espagnole ne s'est pas penchée sur les problématiques de cette structure que vous voyez là, qui est donc sur une terrasse inférieure par rapport à l'esplanade du temple et qui a fait l'objet d'observations, mais malheureusement non publiées et, pour tout dire, assez mal connues. Alors nous sommes venus nous implanter exactement entre le forum et le sanctuaire afin de comprendre, grâce à des fouilles nouvelles menées avec des techniques modernes, quel pouvait être le contexte urbain des objets qui sont aujourd'hui au musée du Louvre. Et alors donc vous voyez que l'implantation de la première opération qui a eu lieu en 2013 sur le site s'est faite le long de ce chemin moderne. Et donc on a creusé ici une tranchée pour essayer de reconnaître à la fois la voirie, vous voyez ici les axes de voirie, la voie nord-sud dont j'ai parlé, une voie est-ouest, et pour essayer de caractériser les bâtiments, le bâtiment qui pouvait se trouver ici, donc entre le sanctuaire et le forum. Alors cette opération a mené à la découverte en fait, de la façade méridionale, de la façade sud du sanctuaire, dont vous voyez ici le mur qu'on appelle le mur de péribole, le mur d'enceinte. Donc vous avez ici un mur construit en grand appareil de blocs de tuf volcanique qu'on appelle la pierre de Gabi, le lapis gabinus. Et donc ce mur a été dégagé en 2017 sur une... disons qu'il a été dégagé de 2013 à 2017 et nous en connaissons maintenant une vingtaine de mètres, soit à peu près un quart de la longueur totale de la façade sud du sanctuaire, dont vous voyez ici le temple encore en élévation. Vous voyez qu'au sud de ce grand mur se trouve cet espace ici, qui est en fait une voie que l'on a dégagée, la fameuse voie est-ouest que vous avez vue sur la diapositive précédente. Et ici, nous avons un petit bâtiment, un grand bâtiment, pardon, dont je dirai quelques mots un petit peu plus tard et qui va probablement nous intéresser beaucoup dans les années qui viennent. Alors, la fouille de Gabi a apporté des éléments de contexte, ce que nous cherchions, c'est-à-dire que nous avons réussi à obtenir beaucoup plus de précision sur la chronologie, sur l'évolution, les différentes phases du site archéologique. Vous voyez ici une coupe stratigraphique réalisée sur la voie est-ouest dont je vous parlais, et vous voyez que l'on a réussi à reconnaître différentes phases. Une phase, celle de la deuxième moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, première moitié du 1er siècle, qui correspond en fait à la construction du sanctuaire et à l'établissement donc d'une première voirie. Ce qui a été plus intéressant et plus surprenant, c'est de découvrir cet horizon chronologique-là, cette couche stratigraphique qui nous donne des informations sur une phase jusqu'alors méconnue du sanctuaire qui concerne en fait la période julio-claudienne. Et c'est une nouveauté que de voir qu'à l'époque julio-claudienne, ce sanctuaire connaît une vie active et que la voirie notamment est entretenue soigneusement. Et cette couche nous a livré un matériel assez abondant. Nous voyons également qu'au IIe siècle après Jésus-Christ, contrairement à ce que nous disent certains textes d'auteurs antiques, eh bien, il y a bien toujours une ville à Gabi, il y a toujours une occupation. La ville n'est pas encore désertée, comme elle le sera plus tard, à partir du IIIe siècle en réalité. Et l'on voit donc que cette couche sur la voie s'est formée. On voit qu'elle s'est formée d'une manière bien particulière qui montre que l'entretien de la voirie, l'action édilitaire, s'est probablement assez affaibli. Et au IIIe siècle après Jésus-Christ, eh bien, nous avons affaire à des niveaux qui sont des niveaux d'abandon, des niveaux en fait qui correspondent sans doute à la récupération des matériaux de construction du sanctuaire et donc le retour du site à l'agriculture. Alors voilà une vue de la fouille avec ici vous reconnaissez l'angle du sanctuaire en question, voilà le mur que nous avons vu tout à l'heure, voilà la voie en question, la coupe stratigraphique que vous avez pu voir se trouve ici et vous pouvez voir qu'à cette coupe stratigraphique qui nous donne donc je le disais des informations sur une phase d'époque julio-claudienne correspondent eh bien, ces murs en béton de chaux qui probablement sont des murs de réfection, des murs qui, à l'époque julio-claudienne, ont servi à remodeler la structure architecturale du sanctuaire.
Et surtout, ce que je vous invite à regarder, c'est cet ensemble-là, cette semelle de fondation en forme de L, accompagnée de deux massifs ici et là qui doivent correspondre à des appuis de colonnes ou de piliers. Eh bien, ce bâtiment, dont vous voyez qu'il continue là sous la berme et dont nous espérons poursuivre l'exploration l'année prochaine, eh bien, c'est un bâtiment de scène, c'est-à-dire que c'est une structure théâtrale qui vient dans les théâtres antiques devant la scène, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui la scène et qu'on appelle autrefois l'orchestra. Donc vous voyez que la fouille du musée du Louvre à Gaby a permis de répondre à une question qui se posait depuis fort longtemps, à savoir, est-ce que, comme c'est assez fréquent, devant ce temple, devant cette esplanade, devant ce portique qui constitue le sanctuaire, il y a ou non un théâtre, et est-ce que donc le sanctuaire de Gaby fait partie de ces monuments qu'on appelle les temples-théâtres dans le Latium? Eh bien, grâce à l'opération du musée du Louvre, nous pouvons aujourd'hui répondre oui, et nous avons donc la preuve que sur cette partie du site, le monument se poursuivait et dans des proportions probablement considérables. Donc nous sommes bien en plein centre nous sommes bien donc à l'endroit où nous fouillons, dans le centre monumental de la ville de Gaby. Alors pour terminer cette très courte présentation, je voudrais parler un peu de l'action du musée, puisqu'évidemment la particularité d'un musée, c'est d'avoir une relation particulière à l'objet. Et donc tous les objets qui sortent de la fouille de Gaby, naturellement, sont traités sur place. Ils ne sortent pas du territoire italien. Ils sont donc enregistrés, ils sont étudiés sur place. Et nous avons pour cela eu recours à toutes sortes de compétences. Vous voyez ici que travaillent deux restauratrices qui nous ont permis, notamment pour des matériaux particulièrement fragiles, le matériau métallique, eh bien, qui nous ont permis de pouvoir mieux comprendre ces objets, de pouvoir les enregistrer. Et c'est fort important, puisque sans elles, nous n'aurions pas compris ce qu'était cette parure de bijoux qui apparaissait dans cette tombe que nous avons découverte en 2017, une tombe donc d'enfants qui date de la période orientalisante. De la même manière, grâce aux restauratrices, nous avons pu nettoyer ce fragment de plaque de terre cuite architecturale. Et autre spécificité du musée, eh bien, nous avons pu rapprocher ce fragment, que vous retrouvez ici, de fragments qui sont aujourd'hui au musée du Louvre et qui, voyez-vous, constituent, quand on les recolle, constituent une plaque, ce qu'on appelle une plaque campana, donc un décor de terre cuite architecturale dont le musée en fait possède une version plus complète. Encore plus spectaculaire, voici un autre fragment d'une autre plaque de terre cuite architecturale. Vous voyez, c'est ce que l'on trouve là, c'est photographié sur le site, sur le terrain, et vous voyez qu'au musée du Louvre, eh bien, nous avons la version complète dans la collection Campana de cette plaque de terre cuite. Donc le musée offre aussi cet avantage de détenir une collection de références, d'être capable d'interpréter peut-être plus vite, ou en tout cas sur un mode académique, les artefacts qui sortent de la fouille archéologique. Enfin, je voudrais vous inviter à venir à Gaby pour apprécier ce petit morceau de la campagne romaine. Vous avez ici la riante prairie beaucoup plus sèche l'été en plein mois de juillet, je peux vous le garantir. Donc voilà à quoi ressemble le site de Gaby. Mais si vous faites 1 ou 2 kilomètres en direction de Rome, eh bien, vous risquez fort de tomber plutôt sur ce genre d'aménagement. Et effectivement, vous le savez peut-être, la campagne romaine autour de la ville a connu une urbanisation assez frénétique, et il a été du désir des autorités italiennes de créer ce qu'on appelle l'agro romano, c'est-à-dire en fait une sorte de parc qui vise à la protection du patrimoine naturel et culturel. Et donc le site de Gaby entre directement dans cette problématique, puisque en tant que site archéologique, il a permis à la surintendance de Rome de geler tous les terrains, les quelques 70 hectares qui sont devenus propriété de l'État italien. Donc on n'y construira jamais le genre de choses que vous voyez là, on n'y verra jamais ce genre de lotissement un peu brutal dans le paysage romain.
Et au contraire, l'espoir que nous avons de créer à terme un parc archéologique à Gaby sera un moyen pour la population locale de se réapproprier le lieu, de le comprendre, parce que je vous garantis que les centaines, les milliers de voitures qui passent tous les jours sur la Via Prenestina sont conduites par des gens qui ne savent absolument pas qu'ils sont en train de rouler sur une ville antique. Et donc le but, c'est de leur faire comprendre cela, de leur faire comprendre l'importance et la richesse de leur patrimoine, afin que ce patrimoine soit respecté, mis en valeur et entretenu. Je vous remercie.